Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de parler de nouveau d'investissement. Alors désolé, j'ai pas pu faire de vidéo ces derniers temps parce que j'étais pas mal pris entre déménagement, gérer les enfants pendant les vacances. Voilà, vous êtes un peu plus de 450 abonnés maintenant à la chaîne, donc je vous remercie à tous pour votre suivi. Et ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est de faire une nouvelle vidéo en comparant de nouveau l'immobilier à la bourse. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais là, étant nouveau locataire d'une maison, je me suis particulièrement intéressé au sujet, à savoir est-ce qu'il vaut mieux acheter sa résidence principale, est-ce qu'il vaut mieux investir en bourse, est-ce qu'il vaut mieux faire les deux en même temps. Voilà, là l'objet de la vidéo c'est de pouvoir faire cette comparaison-là. Une fois de plus, c'est une analyse que je fais qui est purement financière. Évidemment, quand vous achetez votre résidence principale, il peut y avoir aussi un intérêt émotionnel d'avoir votre propre maison, de pouvoir évidemment aménager votre maison comme vous le souhaitez. Là, l'idée c'est de faire vraiment une pure analyse financière. Donc voilà, évidemment que d'autres critères peuvent rentrer en jeu lorsqu'on fait le choix d'investir ou pas dans sa résidence principale. Donc pour faire ce travail de comparaison entre les deux types d'investissement, j'ai utilisé un tableau Excel que je vous montre tout de suite. Voilà, donc ça c'est le tableau Excel que j'ai utilisé pour pouvoir comparer les deux approches, investissement sur sa résidence principale ou investissement boursier, ou encore une fois faire les deux en même temps. Donc c'est un tableau Excel que j'ai trouvé sur le site Bulle Immobilière. Alors évidemment, le nom du site internet donne une petite idée sur la vision du site quant à l'évolution des prix de l'immobilier. Mais là, le tableau Excel est vraiment très bien fait, donc c'est pas du tout pour dissuader l'achat immobilier à partir du moment où, comme vous allez le voir, les paramètres sont en votre faveur. Évidemment que l'achat peut être plus intéressant que la location. Donc on va voir tout simplement, on va compléter ce tableau sur un cas concret d'un logement que j'ai eu en location il y a quelques temps. Il suffit en fait sur ce tableau Excel de compléter toutes les cases qui sont en bleu clair pour arriver à la simulation suivante, c'est-à-dire on va comparer l'achat à la location. Et évidemment, si vous êtes amené à comparer l'achat de votre résidence principale à l'investissement boursier, si vous choisissez l'investissement boursier, ça veut dire que vous faites de la location. Donc en fait, le calcul revient à comparer l'achat et la location par rapport à l'argent que vous souhaitez placer en bourse, et on va pouvoir comparer un peu ces deux approches-là. Donc là, l'exemple que je prends, c'est pour un appartement en région parisienne d'un peu plus de 60 mètres carrés qui coûte 250 000 euros, sur lequel bon, je ne prévois pas de faire de travaux particuliers. Lorsqu'on achète un bien, évidemment, vous allez avoir les frais de notaire qui sont à peu près de 7,7%. Vous avez des frais de dossier également, il peut y avoir des frais d'agence, des frais de caution et hypothèque. Voilà, donc là, on renseigne bien tous les éléments liés à l'achat immobilier, puisqu'évidemment, vous le savez, lorsque vous achetez un bien, vous avez des frais liés à cet achat qui sont assez importants. On va également renseigner le montant de l'apport. Donc là, dans cet exemple-là, j'ai à peu près pris 10% du montant global, c'est-à-dire que voilà, si on additionne le prix du logement en plus les différents frais de notaire, de dossier, etc. et d'agence, on est à un peu moins de 300 000 euros. Donc là, dans cet exemple, je mets à peu près 30 000 euros d'apport. On va faire un emprunt donc, sur le delta, c'est-à-dire sur 252 000 euros. Alors les taux d'emprunt du moment, pour les trouver, je suis tout simplement allé sur le site meilleurtaux.com, vous connaissez probablement, qui vous donne les meilleurs taux du moment. Donc là j'ai pris par exemple une moyenne sur nationale. Alors moi mon appartement est en Île-de-France, donc je vais rester sur l'Île-de-France pour l'exemple. Là je prends un exemple sur 20 ans, on va prendre un très bon taux, donc on est à 1,35. Donc là, je vais renseigner 1,35 sur mon taux. Le taux d'assurance, je me suis renseigné, si on emprunte à 2, c'est à peu près, si on est entre 30 et 35 ans, c'est à peu près 0,1 par personne. Donc on va prendre 0,2 de taux d'assurance à partir du moment où on assure les deux à 100%. Bon, ça peut être à affiner, mais voilà, en ordre de grandeur, c'est à peu près ce qu'on peut trouver. Durée du prêt, donc comme je le disais, 20 ans. Pénalité en cas de remboursement anticipé, donc ça, c'est des clauses qui sont dans les conditions lorsque vous faites des emprunts, donc là, on va mettre 3 mois. Les charges de copropriété, donc vous allez voir l'autre côté, c'est la partie locataire. Charges de copropriété, on va mettre uniquement celles qui concernent le propriétaire. Et la taxe foncière, donc là, dans mon cas de figure, c'est 50 euros. Et la taxe foncière qui correspond à peu près à un mois de loyer, qui est à peu près donc, à 900 euros par an.
Et enfin, on va renseigner les travaux éventuels sur l'appartement dans le temps. C'est-à-dire que, évidemment, quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez, ou d'ailleurs d'un logement locatif, vous avez quand même un minimum d'entretien et de travaux sur ce logement-là. On a considéré qu'il n'y aurait pas de travaux pendant les 8 premières années et qu'à partir de la 9e année, en partant du principe que vous achetez un logement qui est en bon état, et à partir de la 9e année, on prend 20 € par mètre carré. Donc ça, c'est le tableau qui donne un peu des moyennes constatées sur le terrain, ce qui correspond à peu près pour cet appartement-là à 1 200 € de travaux par an, ce qui semble à peu près cohérent, ce qui correspond à un peu plus d'un mois de loyer. Ensuite, on peut rentrer les salaires de la personne qui achète ou du couple qui achète ce bien. Bon, ça, c'est secondaire dans le calcul. Et après, de l'autre côté, donc, on va faire on va renseigner les mêmes informations pour le locataire. Donc, le locataire, lui, peut éventuellement avoir des frais d'agence également en prenant son appartement. Donc, on va mettre à peu près à 10% de frais d'agence. L'appartement, dans ce cas de figure-là, il est à 880 €. Alors, important, ce montant-là, il faut le renseigner hors charge, puisque dans la colonne achat, on a renseigné les 50 € de charges de copropriété à la charge du propriétaire, mais celles qui sont partagées par le locataire et par le propriétaire, c'est-à-dire, en réalité, cet appartement-là, il y a 150 € de charge, 50 pour le propriétaire et 100 pour le locataire. Mais si vous êtes évidemment résident de votre propre logement, vous allez payer 150 €. Donc là, on va mettre le logement hors charge, qui est dans cet exemple-là à 880 €. Et on va également indiquer éventuellement s'il y a d'autres frais. Donc dans mon cas, il n'y a pas d'autres frais liés à ce logement-là. Et après, très important, vous allez renseigner le taux de placement net de l'argent que vous pouvez placer en parallèle. C'est-à-dire que lorsque vous achetez, évidemment, comme on l'a vu, là dans cet exemple-là, vous mettez un apport. Et ce qu'on va voir également, c'est lorsque vous êtes propriétaire, votre mensualité va être plus importante que la mensualité du locataire. Et du coup, le locataire, tous les mois, va pouvoir le delta, le placer sur un... Et c'est là où on va pouvoir éventuellement placer en bourse et pouvoir faire la simulation de acheter sa résidence principale ou investir en bourse. Donc là, on va commencer cet exemple avec un taux de placement type PEL, par exemple, c'est-à-dire sans risque. On fera une simulation en placement de bourse après, mais juste déjà pour vous montrer le principe. Donc là, le taux de placement net, on va mettre 2,11 net. Il me semble que c'est le taux PEL après imposition. Et épargne effective, ça, c'est tout simplement, comme je le disais, la mensualité entre le propriétaire et le locataire. On considère que le locataire est capable de mettre ce delta-là tous les mois de côté. Donc là, on va mettre 100%. Ce qui demande un minimum, évidemment, de rigueur pour le locataire. Ensuite, on voit la croissance du marché qui va évidemment influencer sur l'intérêt ou pas d'acheter sa résidence principale par rapport à un investissement boursier ou autre finalement. La croissance du bien, donc là j'ai mis 0,5% par an, on pourrait mettre davantage, on regardera, on fera plusieurs simulations. On vous met la croissance de la taxe foncière qui est plutôt élevée ces dernières années, donc on reste conservatif, on va mettre 1% par an. La croissance des revenus et des charges, ça n'a pas beaucoup, enfin en tout cas des revenus, ça n'a pas beaucoup d'importance pour la simulation. Des charges, on va mettre par exemple 1% par an. Et des loyers, on va faire comme les prix de croissance du bien, on va mettre 0,5 par an. Voilà, et là vous avez votre simulation qui est réalisée. Et tout simplement, on va pouvoir comparer les deux courbes entre la courbe achat en vert et la courbe locataire en rouge. Donc on est bien d'accord, lorsque vous êtes locataire, c'est là où vous allez pouvoir placer votre argent, votre apport que vous avez mis en étant propriétaire, et également le delta, encore une fois, entre la mensualité du remboursement d'emprunt et la mensualité d'un loyer. Donc là, dans cet exemple-là, on va dire qu'il y a un exemple équilibré avec un taux de placement complètement sécurisé. Vous pouvez voir, donc il y a deux graphiques qui peuvent montrer ça assez facilement. Celui-là, on voit à quel moment les deux courbes se croisent, au bout de combien d'années en étant propriétaire, vous allez être gagnant par rapport au locataire. Donc là, on voit que dans cet exemple-là, c'est à peu près 6 ans. Donc il faut à peu près 6 ans en mettant ces paramètres-là pour que l'achat devienne plus intéressant que la location. Et là, on peut voir qu'à partir, par exemple, d'une quinzaine d'années, il y a un delta qui peut être assez conséquent, là, dans cet exemple, d'à peu près 60 000 €. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a tout de suite le calcul du rendement brut. Donc dans cet exemple, on a 3,6 et vous voyez qu'il y a un décroché à partir de la 10e année à peu près où on tombe à 3%. Ça, c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement aux travaux
que j'ai indiqué à partir de la 8e année. Donc voilà, dans cet exemple-là, on voit bien qu'on amortit à peu près en 6 ans. Après, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les différents paramètres pour voir un peu ce que ça donne. Donc, le premier paramètre qu'on va pouvoir jouer, par exemple, c'est, vous allez me dire, là j'ai mis 0,5% d'évolution des prix de l'immobilier. Maintenant, ça pourrait très bien être 1%, 2% par an. Et pareil pour les loyers, 1 ou 2% par an. C'est d'ailleurs ce qu'on a constaté depuis les débuts des années 2000 où il y a eu une inflation très forte dans l'immobilier, on le verra juste après. Et on pourrait peut-être éventuellement considérer que cette croissance va continuer. Là, effectivement, en mettant une croissance des prix de l'immobilier importante, on voit que les deux courbes se croisent évidemment beaucoup plus tôt, puisque là, on est à peu près à 4 ans. À partir de 4 ans, l'achat devient plus intéressant que la location. Mais en parallèle de ça, et c'est là où on va pouvoir analyser l'intérêt ou pas d'acheter sa résidence principale par rapport à l'investissement boursier, c'est que le taux de placement net, là j'ai mis un taux de placement complètement sécurisé. Mais si demain vous arrivez à investir en bourse comme j'essaie de le faire depuis plusieurs années et que vous visez un rendement net proche de la moyenne historique qui est plutôt entre 7 et 8%, là vous allez voir que le calcul est complètement différent. Si je mets par exemple 6% et que je reviens à une croissance des prix de l'immobilier de 0,5 et croissance de loyer de 0,5, là vous voyez que on a la courbe de la location par rapport à l'achat qui est sensiblement, qui se rapproche énormément, voire même dans ce cas de figure là vous avez plutôt intérêt à louer votre appartement et à placer votre épargne en bourse si vous arrivez à faire du 6%. Évidemment, à partir du moment où je fais monter les prix de l'immobilier, les deux courbes vont se rapprocher au fur et à mesure. Vous voyez, si par exemple je me mets à 2%, là on a les deux courbes qui sont relativement proches. On voit d'ailleurs un petit peu mieux sur ce résultat où on a une courbe parabolique, mais finalement qui est toujours relativement proche des zéros. Donc dans ce cas de figure-là, même là, j'aurais tendance à dire que la location par rapport à l'achat est plus intéressante parce que vous gagnez finalement en souplesse de louer votre habitation plutôt que de l'acheter. Voilà, donc après on peut s'amuser à faire plusieurs scénarios et le scénario ultime, ce serait de dire voilà, on reste sur du 0,5% par an en croissance du bien et on va plutôt viser un rendement en bourse un peu plus agressif, donc dans les différentes stratégies que je vous montrais en investissement boursier. Là, du 6 par an net, c'est très bien, mais on pourrait même, en faisant du stock picking, en y passant un peu plus de temps, et c'est ce que j'essaie de faire, viser plutôt du 8 à 10% par an. Donc par exemple, si on met du 8%, là vous voyez que l'investissement en bourse est à privilégier par rapport à l'achat. Et là, j'aurais tendance à dire que plus on avance dans le temps, plus vous voyez que la location et l'investissement boursier en parallèle peut vous rapporter gros. Et donc j'en ai tiré un certain nombre de conclusions que je vais vous présenter là. La première conclusion, c'est que déjà, vous l'avez vu par rapport aux différents paramètres qu'on a pu simuler, l'intérêt de la location de l'achat par rapport à la location est dépendant évidemment de deux paramètres, les prix de l'immobilier, l'évolution des prix de l'immobilier et le rendement de ses placements. Ça, c'est évidemment la première chose qui est très importante. Et souvent, on oublie ce deuxième point, le rendement sur ses placements. C'est-à-dire à partir du moment où vous êtes capable, comme je le montrais dans le tableau, de correctement placer votre argent et notamment en bourse, là, l'achat de sa résidence principale peut avoir beaucoup moins d'intérêt que ce qu'on pourrait a priori penser. La deuxième chose à retenir par rapport aux différents scénarios qu'on a pu jouer, c'est qu'il faut à minima 5 à 6 ans, quel que soit le scénario, même si demain l'immobilier était amené à monter de façon importante, il faut à minima 5 à 6 ans pour que l'achat de sa résidence principale soit rentable. C'est tout simplement en fait pour amortir les frais de départ qui sont les frais de notaire, les frais d'agence, etc., qui sont quand même très conséquents, puisque quand on fait la somme de tous les frais, on est quasiment à 15% entre frais de notaire, frais d'agence, frais de dossier de l'investissement initial. Donc vous comprenez bien que même si les prix montent fortement et que le rendement brut est intéressant, il n'empêche qu'il faut au moins 4-5 ans, voire 6 ans pour amortir les frais de départ. La troisième conclusion qu'on peut tirer de ces simulations, c'est que si votre taux de placement que vous arrivez à faire, et notamment en bourse, est supérieur au rendement immobilier, à ce moment-là, il vaut mieux louer que acheter sa résidence principale. Donc là, effectivement, on n'a pas fait d'autres scénarios de logement,
C'est-à-dire là, dans mon logement, comme on l'a vu, au départ, on a 3,6 de rendement brut et on baisse au fur et à mesure à cause des frais d'entretien à 3%. Évidemment, si vous arrivez à acheter une résidence principale dont le rendement brut est plus intéressant, évidemment, les courbes vont avoir tendance à se croiser. Enfin, évidemment, l'achat de sa résidence principale peut avoir beaucoup plus de sens. Et en fait, si vous jouez ce simulateur, vous essayez de le tourner un petit peu dans tous les sens, vous allez voir que l'intérêt de placer son argent plutôt que d'acheter sa résidence principale a du sens à partir du moment où votre taux de placement est supérieur au rendement de l'immobilier. C'est-à-dire que tant que votre taux de placement sera supérieur au rendement de l'immobilier additionné à la croissance du bien, donc là on est à 3,6 plus 0,5 à 4, tant que vous avez un rendement, un placement net qui est supérieur à 4, vous allez voir, là on est à 4, on est quasiment, les deux courbes sont quasiment superposées. À partir du moment où vous allez avoir un taux de placement qui est supérieur, donc comme je disais, à votre rendement brut plus à la croissance du bien, vous avez plutôt intérêt à placer votre argent plutôt que d'acheter votre résidence principale. Donc là, vous voyez, à peu près à 4, on a à peu près les deux courbes superposées. Et dès qu'on passe à 5, 6, la courbe de la location et donc de l'investissement sera plus favorable que l'achat de sa résidence principale. La quatrième conclusion qu'on peut en tirer du coup, c'est que si votre taux de placement est égal ou légèrement inférieur au rendement immobilier, donc encore une fois quand je parle du rendement immobilier, c'est le rendement brut de votre résidence principale plus l'évolution annuelle du prix, à partir du moment où votre taux de placement est assez proche de ce rendement-là et que vous savez que vous allez rester au moins 5 ans dans votre résidence principale, alors la combinaison de l'achat de votre résidence principale à crédit et du placement en bourse peut être un bon compromis. C'est-à-dire finalement, vous jouez un peu sur les deux tableaux. Comme on va avoir dans ce cas de figure-là les deux courbes qui vont être relativement proches, ça peut être intéressant de diversifier et du coup d'investir par exemple en bourse et d'acheter votre résidence principale en parallèle. Dans la même logique, si votre taux de placement est bien inférieur au rendement immobilier, donc encore une fois brut plus l'évolution annuelle du prix, et que vous savez que vous allez rester au moins 5 ans dans votre résidence principale, là à ce moment-là, il vaut mieux tout mettre dans la résidence principale. Voilà, c'est-à-dire là tout simplement, si demain ce même bien en location, au lieu de le payer 250 000, vous le payez par exemple 150 000, donc là on voit que le rendement brut, lui, il passe de 3,5 à 6%, et il n'est pas loin des 5 à partir du moment où vous allez intégrer l'entretien annuel. Là vous voyez qu'effectivement, et qu'en parallèle de ça, vous ne savez pas placer en bourse, vous placez sur un plan épargne logement, là on voit très bien qu'au bout de 4 ans, l'achat est amorti et que l'achat de sa résidence principale est là pour le coup assez rapidement beaucoup plus rentable que le placement que vous pouvez faire en parallèle. Donc évidemment dans ce cas de figure-là, il vaut mieux tout mettre dans sa résidence principale et éviter de placer son argent sur un taux aussi faible. Voilà. Donc pour finir, moi dans mon cas personnel, moi j'habite en Ile-de-France, donc les taux bruts des logements en Ile-de-France sont plutôt entre 3 et 4%, voire même dans Paris c'est inférieur à 2%. La deuxième chose, c'est que la valorisation annuelle du bien, donc celui qu'on a mis à cet endroit-là, donc que j'ai mis par défaut à 0,5, on pourrait mettre à 1 ou à 2. Moi je pense qu'en Ile-de-France, on est à des niveaux de valorisation qui sont très élevés. Donc je pense qu'on pourra peut-être faire une vidéo sur ce sujet-là, même si ça ne concerne pas directement l'investissement boursier. Je pense qu'à un moment ou à un autre, c'est intéressant de pouvoir le comparer. Donc moi, je suis assez pessimiste sur le fait qu'on dépasse les 0,5% par an, maximum 1% par an, voire même peut-être une baisse sur les prochaines années. Et je pense également qu'en bourse, on peut être capable d'atteindre du 6-7% net par an. Et enfin, moi, j'y trouve un gros intérêt de pouvoir garder une vraie liberté de mouvement en étant locataire de sa résidence principale. Donc pour le moment, en ce qui me concerne, je reste locataire, mais évidemment, c'est lié, encore une fois, au fait que les rendements locatifs soient très faibles en Ile-de-France, que je sois capable de placer mon argent à des rendements élevés, ou en tout cas, j'essaie de le faire et je prends des risques pour. Maintenant, évidemment, ça va dépendre de chaque cas, de chacun d'entre vous, en fonction de la région dans laquelle vous habitez, en fonction du risque que vous êtes capable de prendre dans vos placements financiers. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire et vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur des prochaines vidéos.